Saluete omnes! On se retrouve dans un nouvel épisode de l'Athénéum. Je suis Cécilia, mais sur les réseaux, on me trouve sous le pseudonyme de Between the Books. Avec cet épisode, j'inaugure les revues de lecture, que j'ai sobrement intitulées l'Athénéum lit. L'Antiquité inspire de nombreux écrivains, mais le monde carthaginois reste souvent dans l'ombre, à l'exception de Salammbô de Flaubert. Eh bien aujourd'hui, c'est justement à Carthage que je vous emmène pour rencontrer Emils, la jeune et intrépide épouse du célèbre général Hannibal Barca. De quoi ça parle? Emils, une jeune femme d'origine ibère, c'est-à-dire l'actuelle Espagne, est mariée au célèbre Hannibal Barca. Alors que ce dernier s'apprête à entamer sa légendaire traversée des Alpes avec ses éléphants vers l'Italie, il décide de renvoyer Emils à Carthage. La jeune épouse quitte donc sa tribu, escortée par le mercenaire numide Aspar. De l'autre côté de la Méditerranée, dans la grande cité punique, elle va devoir apprendre à composer avec les mœurs, les intrigues et la politique carthaginoise, un monde totalement étranger à ses origines. Avouons-le, les héroïnes féminines fleurissent à tout va dans la littérature contemporaine, surfant souvent entre fantaisie et féminisme. Si cette vague peut être réjouissante pour des lectrices en quête de modèles mythiques, le marché, lui, s'est rapidement emparé du filon, parfois jusqu'à l'usure de la trame narrative. Alors, on pourrait craindre le cliché. Mais le roman d'Emmanuel Chastelière, Emils, évite brillamment l'écueil de l'héroïne super épique pour nous offrir un personnage féminin tout en subtilité et en nuance. Emils, renommée Chimilca par les Carthaginois, est contrainte d'incarner un rôle d'épouse au sein de la famille Barca, entièrement dévouée à la guerre et à la gloire de son chef. Une famille particulièrement féminine d'ailleurs, puisque les hommes sont au front. La matriarche, Batchilem, apparaît comme une figure redoutable et inflexible, mais c'est elle qui porte, à bout de bras, l'avenir du clan Barca. Elle est secondée par sa fille, Moutoun Baal, plus douce, mais tout aussi résolue à préserver l'influence politique de la famille, condition sine qua non pour qu'Hannibal puisse mener sa guerre à son terme et espérer un retour triomphal à Carthage. Plus proche d'Emils, Sophonis Baal, la cousine, incarne une jeune noble rebelle, cherchant à échapper aux conventions tant qu'elle le peut, avant que son propre rôle d'épouse dans une alliance politique ne la rattrape définitivement. Quant à Emils, elle refuse d'être réduite à son rôle de pouliche et cherche désespérément sa place. Elle assume ses choix, ses erreurs, et tente de tracer sa propre voie vers la liberté. Sur ses routes, elle croise de nombreuses autres femmes fortes ou vulnérables, comme la prêtresse Sabrata ou Safat, une jeune mère issue des quartiers populaires. À travers son roman, Emmanuel Chastelière explore, sans fausse pudeur, la place du corps des femmes dans une société en guerre. Il réussit le pari de ne pas tomber dans la caricature, développant chez chaque personnage des failles et une réelle humanité, ce qui les rend crédibles et attachantes. L'auteur présente Emils comme un roman de fantaisie historique. Mais au fait, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Décryptons un peu ce terme ensemble. Le récit se déroule bien dans un cadre historique précis et reconnaissable, celui de la Deuxième Guerre punique qui a opposé Rome et Carthage de 218 à 202 avant Jésus-Christ. Dans le roman, nous sommes aux prémices de ce conflit. Hannibal vient de prendre la ville de Sagonte, allié de Rome, en Espagne, et il est sur le point d'entreprendre l'une des expéditions les plus audacieuses de l'Antiquité. Attaquer Rome par voie terrestre, en traversant le sud de la Gaule et les redoutables Alpes avec ses éléphants. Un exploit qui défie l'imagination. Pourtant, et c'est ce qui fait l'originalité du livre, ce n'est pas cette épopée militaire qui est au cœur du roman, mais bien la vie à Carthage,
de l'autre côté de la Méditerranée. Sur Carthage, justement, on sent qu'Emmanuel Chastelière a fait un travail de documentation solide. Sans être moi-même une spécialiste de l'histoire punique, les détails qu'il offre sur la vie religieuse, l'agriculture ou la politique de la cité renforcent la vraisemblance du récit. Le choix d'Emils comme héroïne est d'ailleurs particulièrement malin. C'est une figure historique dont on sait en fait très peu de choses. Les sources antiques la mentionnant sont très rares. Cela laisse à l'auteur une liberté narrative précieuse. En revanche, sa cousine, Sophonisbale, est une héroïne antique bien plus célèbre. Son destin tragique est au cœur d'un fameux drame politico-sentimental, raconté par Tite-Live dans le livre 30 de ses annales, impliquant Massinissa et Syphax, des personnages que l'on retrouve d'ailleurs dans le roman de Chastelière. Puisqu'on en parle, faisons une petite pause pour découvrir le destin de cette Sophonisbale, qu'on connaît sous le nom de Sophonisbe dans l'œuvre de Tite-Live. Fille du général carthaginois Hasdrubal Gisco, elle épouse le roi numide Syphax, afin de sceller une alliance contre Rome. Syphax, fort de cette union, envahit alors les terres de Massinissa, un autre prince numide, allié de Rome. La situation est complexe, vous l'imaginez. Mais le vent tourne. Massinissa parvient à faire prisonnier Syphax et s'empare de la cité de Cirta avec l'aide des Romains. C'est là qu'il rencontre Sophonisbe et tombe immédiatement sous son charme. Prise au piège, celle-ci le supplie de ne pas la livrer aux Romains, car elle sait qu'elle sort latent. Massinissa, fou d'amour, décide alors de l'épouser sur le champ. Une union de courte durée, car Scipion, le général en chef de l'armée romaine, désapprouve vivement ce mariage, inattendu, et rappelle Massinissa à ses devoirs. Pour échapper au déshonneur de tomber aux mains de ses ennemis et d'être exhibé à Rome lors du triomphe de Scipion, Sophonisbe choisit la dignité. Elle absorbe le poison que son nouvel époux lui fait parvenir. Un geste dramatique et ultime, digne des plus grandes tragédies. D'ailleurs, cet extrait de Tite-Live a été adapté plusieurs fois en tragédie à partir du XVIIe siècle. Revenons-en à notre question de départ. L'auteur lui-même situe son œuvre dans la filiation de Guy Gabriel Kay, souvent considéré comme le père de la fantaisie historique. La distinction réside ici dans le lien que le roman établit entre le genre fantaisie et les croyances des Carthaginois en leurs dieux. Plusieurs épisodes frappants du récit évoquent ainsi la présence, à la limite du fantastique, d'une force mystérieuse, de dieux étranges intervenant aux côtés des personnages. Emmanuel Chastelière fait le choix subtil de laisser planer le doute sur la nature exacte de ces forces. On pourrait d'ailleurs leur prêter une interprétation tout à fait rationnelle. Une crise d'épilepsie, les symptômes d'un stress post-traumatique par exemple, tout comme un sens symbolique et allégorique plus profond. La violence qui ronge les âmes, la culpabilité oppressante, le désespoir face au destin. En tout cas, cette atmosphère légèrement fantastique insuffle un peu de nouveauté au roman historique et l'élève au-delà du simple récit des faits. Si l'on pourrait facilement interpréter ce roman comme un récit historico-féministe, explorant pourquoi l'histoire préfère glorifier les hommes guerriers plutôt que les femmes artisanes de la paix, j'y ai personnellement surtout lu une réflexion très intime sur le tragique universel de la guerre. Loin d'être présenté comme un héros épique triomphant, Hannibal, dans les premiers chapitres, nous apparaît comme un personnage profondément mélancolique et tragique. Il s'avance vers la guerre, conscient du destin inéluctable qui l'attend, presque comme une victime menée à son sacrifice. À l'image des grands héros tragiques, Hannibal semble avoir hérité de sa destinée. Le roman fait d'ailleurs allusion à plusieurs reprises à l'épisode du serment d'Hannibal, un moment clé raconté par Tite-Live. On raconte qu'Hannibal, à peine âgé de 9 ans, couvrit son père Hamilcar de baisers et de caresses comme le font les enfants, pour le convaincre de l'emmener en Espagne. La guerre en Afrique achevée, Hamilcar s'apprêtait en effet à passer dans ce pays avec son armée, et il était en train de faire un sacrifice aux dieux. Il fait avancer son fils jusqu'à l'autel et lui ordonne de jurer, la main sur la victime offerte, qu'il serait, dès qu'il le pourrait, l'ennemi du peuple romain.
Et saviez-vous que Virgile, dans son chef-d'œuvre l'Énéide, fait même remonter l'origine de cette haine ancestrale entre Rome et Carthage à Didon, la fondatrice de la cité punique elle-même? C'est elle qui accueille Énée, naufragé ayant fui le sac de Troie, alors qu'il est en route pour fonder une nouvelle cité, la future Rome. Une passion amoureuse brûlante naît entre Didon et Énée, mais les dieux rappellent impitoyablement le héros à son destin, lui ordonnant de poursuivre son voyage. Abandonnée et folle de douleur, Didon met fin à ses jours avec l'épée d'Énée, prononçant une malédiction terrible sur la relation future entre Rome et Carthage. Bon, je vous disais bien que tout ça c'était tragique, n'est-ce pas? Aspar, le mercenaire numide, qui accompagne Émile tout au long du roman, est l'autre figure centrale, incarnant le désastre psychologique de la guerre. Traumatisé par les combats menés à Sagonte, il échoue à plusieurs reprises à utiliser la violence pour protéger Émile, paralysé par ses propres démons. Honteux et torturé, il ne parvient pas à échapper à la douleur qui le hante. Avec Émile, il est un témoin impuissant de la fascination morbide que la guerre, les armes et la violence exercent sur les jeunes des rues, qui reproduisent, sans le savoir, les cycles de la destruction. Mais au-delà d'Aspar et d'Hannibal, c'est Carthage tout entière qui se profile comme la victime tragique d'une guerre dont elle ne peut s'extraire. Comme un engrenage fatal, la paix ne semble jamais être une solution politique viable. Seul Émile propose une alternative ambitieuse, la liberté par l'éducation. En offrant aux jeunes enfants des quartiers pauvres l'opportunité d'apprendre à lire et à écrire, elle cherche à leur donner les moyens de choisir leur propre voie, d'échapper à leurs conditions prédéfinies par la guerre. Dans l'obscurité qui monte progressivement au fil du roman, Émile allume une lueur d'espoir. Je ne peux donc que recommander chaleureusement la lecture de ce roman, maîtrisé, qui non seulement enrichit notre vision de l'Antiquité, mais offre aussi une réflexion intemporelle sur la nature humaine face à la fatalité de la guerre, en particulier dans le contexte mondial actuel. C'est une œuvre qui porte un nouveau regard sur cette période, et qui vous emportera, j'en suis certaine. Emmanuelle Chastelière m'a fait l'honneur de répondre à 3 questions sur son roman. D'où vous est venue l'idée de prendre Émile comme personnage? Eh bien, j'ai toujours été fasciné par le destin de Carthage, sans doute mon appétit pour l'Uchronie. Et en cherchant un nouveau projet à explorer, j'ai découvert Émile, qui est une figure vaguement mentionnée, quelles que soient les sources, pour ne pas dire ignorée. Je me suis donc très vite dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser pour aller à sa rencontre. Le fait d'en savoir si peu, pour ne pas dire rien justement sur sa vie en dehors de son mariage avec Hannibal, me laissait une grande liberté en tant qu'auteur. Et comme par ailleurs, je me sens souvent plus en harmonie avec mes personnages féminins, je me suis plongé dans cette histoire. Mais je ne voulais surtout pas tomber dans le cliché de la princesse rebelle. Je sais qu'on peut considérer May Mills comme moderne, voilà, mais il y a toujours eu des esprits libres, peu importe l'époque. Quel travail historique avez-vous mené pour écrire ce roman? Je me suis tout simplement procuré tout ce que je pouvais trouver, ou presque, sur Carthage, en termes de publications papier, universitaires même, sur la vie quotidienne de la cité, sur la Méditerranée à cette époque, y compris sur les Celtibères dans l'armée d'Hannibal. Là c'était très spécifique, et sans doute l'ouvrage qui m'a le moins servi, vu que finalement on ne suit pas vraiment la guerre depuis le point de vue des troupes. J'ai aussi tenté de m'adresser à des spécialistes. Bref, j'ai fait, je crois, tout mon possible pour que le cadre dans lequel évolue Émile soit le plus réaliste à l'instant T de nos connaissances sur le sujet, avec une poignée d'entorse à la véracité historique, bien sûr, hein. Je pense à tout ce qui touche le célèbre serment d'Hannibal, par exemple, si cela pouvait servir la narration. Mais j'oserais même dire que Salammbô, par exemple, de Flaubert, est certainement un roman bien plus fantaisie que le mien, au bout du compte. À votre avis, pourquoi l'Antiquité a-t-elle autant de succès dans les publications contemporaines? Bonne question. Je dirais que l'Antiquité, ce qui en soi constitue un domaine très vaste, pose des questions encore brûlantes sur le pouvoir, la violence, la mémoire, le rôle des femmes. Elle nous parle d'un monde révolu, mais pas si étranger. Dans Émile, j'ai voulu soulever le voile derrière les grands noms de l'histoire, comme Hannibal, Rome, Carthage, avec cette figure effacée, celle d'une femme souvent reléguée au statut d'épouse silencieuse. Même si l'on voit bien avec les nombreux personnages féminins du roman que j'ai voulu illustrer plusieurs facettes dans ce registre, et que ces facettes existent. C'est cela dit un pas de côté, comme dans beaucoup de romans récents sur l'Antiquité. Et puis celle-ci offre de nombreux univers différents, avec le caractère lointain, dont le caractère lointain ajoute au sentiment d'évasion, je dirais.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec l'Athénéum et je vous dis à la prochaine. Wallé!